Et on est très heureux d'accueillir Nathalie Tocci pour cette 3e conférence de notre cycle consacré à la construction de la paix, à ses hypothèses et à sa lourde hypothèque aujourd'hui quand on pense évidemment au conflit d'Ukraine. Je crois qu'au moins c'est les deux choses, chère Nathalie, qu'on peut constater, c'est qu'on ne dit plus, en tout cas plus dans cette enceinte, le conflit en Ukraine, mais le conflit d'Ukraine pour le qualifier autrement. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que vous avez un emploi du temps qui a été un peu bousculé par des réunions qui impliquent que vous quittiez Paris assez tôt pour rejoindre un autre forum demain. Donc je vais vous présenter, je ne vais pas être très long dans les commentaires pour vous permettre de faire votre conférence. Alors vous avez décidé de la faire en anglais, mais vous répondrez aux questions en français et laissez donc la parole comme on a l'habitude au public, mais comme on aura peut-être une demi-heure de moins que d'habitude, peut-être que vous, je reprendrai peut-être le débat avec vous, mais je leur laisserai surtout la parole. C'est-à-dire qu'il faut que je me discipline, moi, ce qui est plus difficile. Voilà, alors Nathalie Tocci, après une formation à l'University College d'Oxford, après des travaux à la London School of Economics, a rédigé une thèse qui était consacrée au cas de chypriote, à la fois dans une logique d'interposition de conflits, mais surtout d'intégration européenne, parce que je dirais qu'il y a quand même ces deux fils, y compris d'ailleurs, c'est assez intéressant dans ce qui a été votre première réflexion d'universitaire ou à travers votre thèse, à la fois la problématique européenne, avec l'adhésion puis l'intégration de Chypre, et puis c'est un pays qui est divisé, c'est un pays qui a connu la guerre avec la Turquie, c'est un pays dont la partie nord est encore occupée, et donc c'est sans doute matriciel dans les réflexions, même si celle-ci vous amène aujourd'hui à ouvrir sur d'autres aspects, les aspects géostratégiques, défense, construction de la sécurité européenne, et d'y inclure aussi les problématiques environnementales. Alors, je vais rapidement sur la description des étapes. Vous avez été professeur au Collège d'Europe, vous avez été chercheur au Center for European Policy Studies à Bruxelles. Vous avez été... Alors là, on commence à rentrer beaucoup de gens vous connaissent à cause de la position que vous avez occupée auprès de Mogherini, notamment, et auprès de Josep Borrell, les deux hauts représentants comme conseillers, et avant comme rédactrice d'ailleurs de la stratégie globale, une des rédactrices de la stratégie globale de l'Union européenne. Aujourd'hui, vous êtes toujours professeur honoraire à l'Université de Tübingen, vous êtes présidente de l'Institut des Affaires internationales et vous êtes membre du conseil d'administration de l'ENI. Vous avez votre dernier ouvrage à Green and Global Europe est paru en octobre 2022 et vous avez choisi de traiter aujourd'hui justement de cette problématique de l'Europe verte, à la fois comme un impératif de sécurité, mais aussi comme une Europe verte mise en cause par la guerre, on le voit bien, les problématiques énergétiques et tout ce que ça suppose, à la fois d'autres terrains de la confrontation, de problèmes économiques pour les pays qui sont fortement impactés par le renchérissement de l'énergie, mais aussi la problématique, est-ce que du coup, une occasion n'est pas perdue à travers un mouvement qui serait finalement une régression vers des énergies polluantes qu'on pensait avoir oubliées. Donc, je vais vous passer la parole. Vous connaissez bien maintenant la manière dont on fonctionne. Vous avez le temps que vous voulez pour votre conférence. Vous la faites en anglais. Ensuite, j'écourterai, à mon grand regret, l'échange qu'on aura ensemble pour passer la parole à la salle. Merci beaucoup, merci d'être là et d'avoir voyagé jusqu'à nous. La parole est à vous. Je suis super heureuse d'être ici aujourd'hui. Et en fait, je sais que dans les premières deux conférences, vous avez beaucoup parlé de la guerre. Moi, en fait, je parlerai de la guerre, mais en particulier, je parlerai de la dimension européenne et énergétique. Parce qu'en fait, on sait que cette guerre est une guerre qui est battue militairement en Ukraine, mais énergétiquement en Europe.
Et au niveau mondial, dans beaucoup d'autres manières, la non-prolifération ainsi que l'ordre international, la sécurité alimentaire. Alors, ce que je veux faire, je vais continuer maintenant en anglais pour la présentation et après, pour les questions, on peut suivre en français directement. En effet, comme vous l'indiquiez, avant le début de la guerre, l'Union européenne avait découvert, après presque 2 décennies de crise existentielle, elle avait vraiment redécouvert son énergie vitale. Elle était vraiment passée d'une crise existentielle à l'autre, avec l'échec du traité constitutionnel en 2005, à la crise de l'eurozone, qui a débuté en 2008, la crise des migrants en 2015, le référendum sur le Brexit en 2016, et puis bien sûr la pandémie, et puis maintenant la guerre, mais j'en viendrai à la guerre plus tard. Mais surtout, de par ces crises successives, tout soudain, enfin pas tout à fait tout soudain, mais à partir de 2019-2020, l'Union européenne avait trouvé un nouveau récit, le récit vert. Et par ce récit vert, ce que faisait essentiellement l'Europe, c'est qu'elle mettait sur pied un certain nombre et qu'elle rassemblait un certain nombre de logiques et d'impératifs. Tout d'abord, ce qui est le plus évident, une Europe verte était globalement une façon de lutter contre la crise climatique qui, comme nous le savons, est une crise existentielle majeure de notre époque. Deuxièmement, et tout aussi importante, par le biais d'une Europe verte, l'Union européenne se transformerait d'un projet qui était de plus en plus associé avec des règlements, des restrictions, avec cette impression d'une Bruxelles assez distante et détachée des citoyens qui limitait la capacité de croissance, se transformait en un projet d'innovation et de croissance. L'idée selon laquelle le PIB et le CO2 pouvaient être découplés et par ce programme vert, en gros, l'Union européenne allait se relancer économiquement. Et puis, troisièmement, et c'est tout aussi important, par le biais d'une Europe verte, l'Union européenne réussirait à retrouver le lien avec ses citoyens et surtout avec les jeunes. Par cette succession de crises auxquelles je faisais référence, il y avait eu un détachement progressif entre Bruxelles, entre guillemets, et les citoyens européens, surtout les jeunes générations. Et nous le savons, la crise climatique et cette transition est la priorité ressentie comme la plus forte parmi les jeunes. Et donc, en s'associant à ce programme vert, eh bien, l'Union européenne faisait 3 choses en même temps. Lutter contre la crise climatique, rallumer le feu de l'économie européenne et aussi être plus légitime et responsable aux yeux des citoyens européens, surtout les jeunes. Parfait. Et puis, il y a eu la crise énergétique. Pour être tout à fait équitable, il faudrait se rappeler que la crise énergétique date d'avant le début de la guerre. La crise énergétique a commencé globalement autour de septembre 2021. Et au début, cela a commencé pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la géopolitique, je dirais. Cela a commencé parce que, après presque 2 ans de confinement, les confinements ont été levés, la demande s'est libérée, mais pas l'offre. Parce que, bien sûr, il n'y avait pas eu d'investissement, surtout à partir de 2014, parce que les prix de l'énergie étaient faible à partir de 2014 et jusqu'à l'automne 2021, et donc les prix de l'énergie étant faibles, il y avait moins d'incitation à faire des investissements. Donc la demande a augmenté, l'offre reste au même niveau, et donc c'est la base de l'économie, les prix ont augmenté. Bien sûr, cela a créé une sorte de terreau fertile pour cette guerre, parce que cela a créé le meilleur contexte stratégique possible pour Poutine, pour qu'il puisse réaliser ce qu'il prévoyait de faire depuis longtemps, à savoir envahir l'Ukraine. Pourquoi est-ce que ces crises ont eu leur importance? Elles ont leur importance parce que dans une relation énergétique interdépendante comme celle qui existait entre l'Europe et la Russie,
Quand les prix sont faibles, le pouvoir de négociation est du côté de l'acheteur. Quand les prix sont élevés, le pouvoir de négociation est du côté du vendeur. Et donc, quand les prix ont commencé à s'accroître à partir de l'automne 2021. Au début, comme je l'ai dit, c'était entièrement dû aux forces du marché. Et puis, cela a commencé à être manipulé. Avec le recul, on peut voir que quand on en arrive à novembre et décembre, c'est exactement là que les troupes ont commencé à se stationner aux frontières de l'Ukraine, avec ces 200 000 célèbres soldats qui étaient stationnés aux frontières de l'Ukraine. Eh bien, c'est là que l'on voit que les niveaux des stocks commencent à être assez faibles, étrangement. Et puis Gazprom a avancé tout un tas de raisons, des travaux d'entretien, le fait que pendant les confinements, beaucoup de ces travaux et de ces investissements avaient été repoussés. On a commencé à inventer tout un tas de raisons et peut voir qu'avec le recul, c'est le moment où cette manipulation a débuté. Mais comme je l'ai dit, tout cela est fondé sur une tendance qui existait déjà. Les prix avaient commencé à augmenter, l'invasion a commencé, et je dirais que l'invasion a commencé avec le fait que Vladimir Poutine s'attendait à ce que les Européens, et pas seulement les Européens, continuent de réagir comme ils l'avaient toujours fait. Et comment s'était-il comporté par le passé? Eh bien, par le passé, si l'on repense à ce qu'il s'est passé en 2014, oui, bien sûr, il y avait eu l'annexion de la Crimée, et comme ça s'était passé au début de la guerre dans l'est de l'Ukraine, mais la relation énergétique entre l'Europe et la Russie s'est maintenue. Et si on y repense avec le recul, c'est tout à fait choquant. La dépendance énergétique de l'Europe à la Russie entre 2014 et 2022 s'est exacerbée. Et là encore, parce que l'on supposait que, d'une certaine façon, la géopolitique et l'énergie et l'économie, d'un autre côté, pouvaient être compartimentées et que la rationalité économique irait prévaloir au-dessus des considérations géopolitiques, et donc on pouvait garder étanchement séparés ces deux domaines. Mais bien sûr, comme on le sait, l'Europe ne s'est pas comportée comme elle l'avait fait en 2014, elle n'a pas réagi comme elle l'a fait en 2014 parce que l'invasion qui a commencé le 24 février a été à bien des égards sans commune mesure avec ce qu'il s'est passé en 2014 ou ce qu'il s'était passé en 2008 en Géorgie, par exemple. Nous savons que depuis lors, il y a eu des paquets de sanctions successifs, et puis il y a eu aussi un soutien militaire, des séries d'appuis militaires apportés à l'Ukraine, et c'est cela qui est important. Cela s'est passé, surtout si l'on repense aux tendances de prix entre le début de la guerre et jusqu'à septembre de l'an dernier. Les prix ont commencé vraiment à augmenter spectaculairement. Donc les coûts pour l'Europe ont commencé aussi à augmenter de façon spectaculaire. Mais c'est là le point qui a une importance politique. D'une certaine façon, contre toute attente, en fait, nous avons tenu bon, nous sommes restés fermes, et avec ces séries de paquets d'appui militaire, on a continué la pression avec aussi les sanctions. Et donc cela a un petit peu pris par surprise Vladimir Poutine. Mais je dirais que là encore, jusqu'à la fin de l'été, début de l'automne, il pensait que tout ce qu'il avait besoin de faire, c'était de les pressurer un petit peu plus et il retrouverait la raison. Et c'est ce qu'il s'est passé. On a fermé le robinet entre juillet et août de l'an dernier. Il y a eu un problème sur Nord Stream, et puis ensuite Nord Stream 1 a été complètement fermé, et puis il y a eu ce sabotage mystérieux qui s'est passé sur les deux gazoducs de Nord Stream, mais en particulier Nord Stream 1, et là les prix ont vraiment crevé le plafond. Ils sont passés à 340 € par mégawattheure, ce qui n'avait jamais été vu dans l'histoire des marchés du gaz.
Alors, pour rendre les choses encore plus remarquables, alors même que cela se passait, l'Europe, là encore, a tenu bon, elle a tenu ferme, elle n'a pas plié. Et non seulement elle n'a pas plié, mais elle a réussi à petit agir de concert sur un certain nombre de domaines. Nous avons coordonné nos niveaux de stock de gaz. Et comme on le sait, on s'en est assez bien sorti. Oui, il est vrai que ces niveaux très élevés de gaz, de stockage de gaz restent très élevés par rapport aux 5 dernières années. Et c'est surtout aidé par le climat, bien sûr, mais le fait est que nous avons réussi à coordonner ces niveaux de stock pour nous assurer que nous atteignions les objectifs de stockage de gaz que nous nous étions fixés. Nous avons coordonné la réduction de la demande. Au début, la demande en gaz, et puis ensuite, progressivement, la demande en électricité, avec la coordination d'une réduction de la demande en électricité qui a été plus important parce que c'était obligatoire et pas facultatif. Et là encore, on a atteint ces objectifs. Oui, on y est arrivé parce que le climat était relativement doux, et aussi parce qu'il y a eu tout un tas de différents facteurs que je ne vais pas évoquer ici, mais nous y sommes arrivés. Nous avons aussi diversifié, et c'est cela ce qui est le plus impressionnant. Nous avons réussi à diversifier nos sources d'approvisionnement fossiles. Si l'on prend des pays tels que l'Allemagne ou l'Italie, on avait des niveaux de 50 ou 40% de dépendance. Ce sont de grands États membres. Pour le cas de l'Allemagne, on en est maintenant à 0% de dépendance à la Russie. Si on avait eu ce débat il y a exactement 1 an, et si je vous avais dit, imaginons par exemple pour l'hypothèse qu'il y ait une invasion et que la Russie ferme complètement le robinet de gaz, vous auriez probablement tous pensé qu'aujourd'hui, nous serions au milieu de probablement la récession la plus dévastatrice qu'ait connue l'Europe depuis très très longtemps. Et nous n'aurions pas tenu bon. Cela aurait entraîné des perturbations socio-économiques puis politiques. Rappelez-vous ce qu'il s'était passé en 2019 avec les Gilets jaunes. Imaginez les Gilets jaunes vraiment en surmultiplié dans toute l'Europe. C'est ce qu'on aurait pu imaginer en toute raison il y a 1 an. Mais ça ne s'est pas produit. Nous avons diversifié ces sources d'approvisionnement de plusieurs façons. Certains pays ont réduit leur dépendance au gaz. Dans un cas tel que la France, bien sûr, il y a le grand investissement de nucléaire. Et puis, dans le cas de mon pays, il y a eu une diversification assez impressionnante, je dirais, avec un certain nombre de pays, l'Azerbaïdjan, l'Algérie, l'Égypte, la République du Congo, l'Angola, le Mozambique. Et globalement, nous en sommes à une étape où, même si la guerre devait se terminer demain matin, ce qui ne sera pas le cas, bien sûr, eh bien, les dés sont jetés en ce qui concerne notre relation énergétique avec la Russie, et pour une raison simple. Ces contrats n'ont pas été signés avec la Russie, donc on ne reviendra pas vers le monde d'avant en matière de relations énergétiques avec la Russie. Et puis, je dirais que ce qui a aussi son importance, c'est que nous avons réussi à nous mettre d'accord dans le contexte du G7, mais aussi dans celui de l'Union européenne sur les plafonds de prix. Tout le monde a son opinion sur l'utilité des prix plafonnés. Moi aussi, j'ai certains doutes sur cela, mais là encore, le fait est que nous y sommes arrivés. Avec les prix plafonnés sur le pétrole, on fait l'objet d'un accord. Je me rappelle, j'ai lu des articles, j'ai entendu des discours fin novembre, début décembre, lorsque sont intervenus ces prix plafonnés le 5 décembre, en conjonction, en gros, avec l'embargo pétrolier. Ce que l'on craignait, c'est que cela entraînerait des perturbations majeures sur les marchés du pétrole dans le monde. Ça ne s'est pas produit. Là encore, les prix plafonnés pour le gaz, on s'est écharpé là-dessus au niveau de l'UE pendant des mois. Ça a fait l'objet d'un accord en fin de compte et on a vu que, bon, et alors, on s'est mis d'accord sur
ce plafonnement du prix à 180 € du mégawatt, et là on est en dessous de 60, mais on sait que de toute façon on ne reviendra pas à ces maximums que l'on a vus à 340 € il y a seulement encore quelques mois. Donc comme je le disais, ce que nous avons réussi à faire, là encore, nous avons été aidés par la douceur du climat, par aussi des différentes catastrophes, par exemple le confinement fort en Chine et aussi cette réouverture en Chine, ce qui fait que là encore maintenant, la Chine, du point de vue de la croissance, n'est pas là où on l'attendait. Donc nous avons été fortement aidés par ces facteurs exogènes. Mais il y a quand même une grande valeur à reconnaître que, en tant qu'Européens, nous avons accompli beaucoup de choses et nous avons accompli bien plus que ce que n'attendaient beaucoup de personnes et ce que nous aurions même attendu de nous-mêmes. Mais alors, et maintenant ? Bien sûr, les choses ne sont pas terminées. En ce qui concerne la crise énergétique, nous avons dépassé vraiment l'apogée de la crise, le paroxysme. Mais c'est là que vient le facteur important et c'est ce qui fait le lien avec le début de mon histoire. Est-ce que nous avons oublié ce programme vert ? Est-ce que le fait que la sécurité énergétique revient en ligne de compte, cela veut dire que nous avons oublié la transition énergétique ? De prime abord, on a probablement l'impression de cela. Si vous regardez combien d'argent au niveau européen, non pas au niveau de l'Union européenne, niveau européen, pas niveau de l'UE, parce que le chiffre que je vais citer reprend aussi le Royaume-Uni et la Norvège, mais en seulement un an, l'Europe continentale, y compris des États non membres de l'UE, a dépensé 700 milliards. 700 milliards, en gros, sur des factures d'électricité, d'énergie, pour aider les entreprises et les citoyens, les particuliers, à faire face à cette explosion des prix de l'énergie. Alors, pour influer sur les prix des factures d'énergie, il y a différents mécanismes, mais en gros, on revient à subventionner les combustibles fossiles. C'est cela que l'on fait. Donc, de prime abord, si vous comparez ce chiffre de 700 milliards en un an, et si vous comparez cela avec les 800 milliards de Next Generation EU sur 7 ans, eh bien, très clairement, on voit qu'on a complètement mis en veilleuse la transition énergétique. Ça, c'est un premier événement. Mais si vous regardez d'autres chiffres, et là, c'est quelque chose que j'ai étudié en grand détail. Si vous regardez ce qu'il s'est passé depuis un an, en matière de transition énergétique, en particulier en ce qui concerne les investissements dans les technologies vertes, et notamment, là je parle des ENR, des renouvelables. Là, on peut voir que par rapport aux projections d'investissement auparavant, il y a eu un niveau bien plus élevé d'investissement dans les ENR par rapport à ce que cela aurait été avant la guerre. Ce matin même, dans l'avion, je lisais un rapport intéressant de BP, British Petroleum, dans lequel BP révisait ses estimations du moment où l'on atteindrait le paroxysme de la demande pour les combustibles fossiles. Et bien sûr, BP a un certain intérêt à ce qu'on n'aille pas dans cette direction dans une certaine mesure, mais ils ont révisé à la baisse cette estimation du paroxysme de la demande pour les combustibles fossiles du fait de la guerre. Et donc, du fait de la guerre, nous allons consommer moins de combustibles fossiles que cela n'aurait été autrement le cas. Pourquoi ? Eh bien, pour des raisons évidentes. À bien des égards, en fait, la transition énergétique est une question de sécurité énergétique. C'est plus un élément de moyen à long terme de la sécurité énergétique, parce que l'urgence du fait que l'on vous ferme le robinet tout de suite et qu'il faut que vous diversifiez vos sources d'approvisionnement en fossiles, ça n'est pas la même chose. Mais pour les personnes en précarité énergétique dans l'Europe continentale, la seule façon d'assurer la sécurité énergétique à moyen et à long terme, c'est d'accélérer la transition énergétique. Et j'ai trouvé ça tout à fait remarquable que, contrairement à ce que moi-même j'attendais
quand la guerre a commencé, les chiffres nous montrent que c'est en cours et que ça s'est déjà produit. Et j'en viens maintenant à deux ensembles de considérations un peu plus conclusives. Tout d'abord, tout cela est bel et bon, mais cela représente quand même vraiment pas mal d'argent. Et est-ce que l'on peut encore se permettre de continuer à dépenser autant d'argent si l'on pense que c'est quelque chose qui va durer plusieurs années, voire des décennies? Et puis, cette question financière, comment interagit-elle avec le début de mon histoire où tout était question de savoir si l'Union européenne, si le projet européen pouvait émerger et se relancer par ce programme vert? Quel était le potentiel? Je l'ai évoqué au début, mais quels sont aussi les risques? Et là, les risques sont vraiment intrinsèques à cette question financière, cette question monétaire. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Les programmes de financement que nous avons, celui dont je parlais tout à l'heure, Next Generation EU, c'est très important, mais par rapport à ce qui est nécessaire, c'est epsilonesque. Si vous comparez ça aux 700 milliards qui ont été dépensés pour les combustibles fossiles en un an, par rapport à ce qu'il faudra dépenser pour la sécurité énergétique et la transition énergétique dans les prochaines années et décennies, là, il faut investir beaucoup, beaucoup plus. Et comme on le sait maintenant, dans l'Union européenne, nous en sommes dans une situation où les États membres comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Suède sont très très prudents quant à l'idée d'engager de nouveaux fonds. Et leur argument est qu'il faut dépenser ce qui est déjà disponible, il faut simplement s'assurer que l'on dépense cela à bon escient et que cela s'accompagne de réformes. Et voyez-vous, je suis complètement d'accord avec eux, ne vous méprenez pas, je pense que cet argument-là est tout à fait valable, mais je me préoccupe énormément du fait que s'il n'y avait pas plus de fonds au niveau de l'UE qui étaient engagés, ce que nous risquerions de rencontrer, c'est une crise, une dynamique de crise de l'eurozone, mais avec une coloration verte. Parce que ce que cela voudrait dire, c'est que les pays qui ont la capacité budgétaire au niveau de l'État membre de dépenser vont continuer de dépenser, ils pourraient être encore plus aidés dans ces dépenses alors que l'on pourrait venir réviser les règles sur les aides d'État dans l'UE, c'est une très bonne idée, mais si ça ne s'accompagne de certains garde-fous, ça pourrait vouloir dire que des pays comme l'Allemagne seraient en mesure de dépenser les montants nécessaires pour garantir leur sécurité énergétique, pour aller payer du GNL à des prix astronomiques tout en accélérant la transition énergétique. Mais les pays qui n'ont pas ce même espace budgétaire, parce qu'en fait, ils n'ont pas bien fait leur travail avant, et là je pense principalement à mon propre pays, mais pas seulement, eh bien ces pays-là auraient des problèmes. Et même si bon nombre d'erreurs ont été commises par le passé, qu'elles continuent d'être commises, on se retrouverait quand même avec une dynamique qui pourrait entraîner une exacerbation des disparités au sein de l'UE. Et c'est pour cela que je pense que ce qui est fondamental est de deux ordres, et il faudra que cela se réalise, mais ça ne sera pas facile de se mettre tous d'accord là-dessus. Premièrement, il y a le grand débat qui va continuer cette année concernant la révision des règles du pacte de stabilité et de croissance. La Commission a mis sur la table certaines propositions. Des États membres comme la France ou l'Italie aimeraient aussi voir, à côté de ces propositions, d'autres idées, comme l'idée d'exonérer les investissements verts du calcul du déficit budgétaire. Et là, cela équilibrerait un peu la concurrence entre différents États membres. Ça serait un grand jeu de problématiques dont il va falloir parler et sur lesquelles il faudra se mettre d'accord, mais ça n'est pas du tout facile parce qu'en ce moment, il y a un véritable combat de chiens entre la Commission et Berlin, mais cela va s'élargir à d'autres États membres dans ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et puis la deuxième question, et ça c'est quelque chose qui, en France,
cela découle d'une idée qui a émergé de Paris, mais la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, l'a reprise à son compte, l'idée d'un fonds souverain européen. Derrière l'idée de ce fonds souverain européen, il y a cette notion que c'est par un financement au niveau de l'UE que l'on évite de créer une concurrence inégale et faussée entre différents États membres, ce qui ne nous aidera pas pour notre sécurité énergétique ni pour la transition énergétique. Et puis, ça ne sera pas bon non plus, troisièmement, pour le projet européen, parce que cela va raviver le poison de ces disparités, de ces dissensions que nous connaissons malheureusement bien trop. Puis un deuxième jeu de raisons pour lesquelles cette question déjà importantes sont devenues encore plus importantes, c'est que ça n'est pas une question simplement intra-européenne, mais bien entendu une question transatlantique. Et nous avons vu au cours des dernières semaines comment il y a eu des débats de plus en plus houleux entre, évidemment, l'Europe et les États-Unis autour de la loi américaine anti-inflation, le Anti-Inflation Act. Et ce qui pose problème par rapport à cette loi américaine, c'est que les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre considèrent cette histoire de transition énergétique en se disant que pour accélérer cette transition, il faut créer un différentiel de prix entre ce qu'on appelle l'énergie verte et puis le marron, c'est-à-dire les énergies classiques et sales. Alors, la façon dont l'Europe s'y prend, c'est de mettre un prix sur le brown, c'est la fixation des prix du carbone. Il y a des mécanismes d'ajustement des prix à la frontière, enfin des mécanismes qui mettent un prix, un coût, disons une pénalité sur ce type d'énergie. Les États-Unis n'aiment pas les taxes et donc la façon de le faire, c'est au lieu d'imposer une taxe, ils subventionnent le vert. Bon, ce qui revient un petit peu au même, mais dans les deux cas, il s'agit de montants importants et la loi sur l'inflation porte sur des milliards de dollars. Alors, a priori, théoriquement, les deux méthodes sont valables, mais le risque par rapport à tout ça, c'est la désindustrialisation de l'Europe, et c'est ça qui pose problème. Et c'est pour ça que cette histoire de fonds européen de souveraineté mérite déjà, ne serait-ce que pour cette question, d'être examinée d'un point de vue européen, mais à plus forte raison lorsque l'on examine cette question dans le contexte élargi de la relation avec les États-Unis autour de cette histoire d'énergie. Alors, cela m'amène à la dernière série de questions que je souhaitais évoquer ce soir, à savoir qu'au-delà de l'Europe et, si vous voulez, de l'argument que j'ai présenté dans mon ouvrage, à savoir pour une Europe verte et mondiale, l'argument que je présente dans cet ouvrage, c'est que, il est encore plus important, à la lumière de tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois, et notamment du fait de la guerre d'Ukraine, le problème, c'est que ce programme vert ne saura aboutir que si l'Europe a son propre programme à l'échelle mondiale, son propre Global Agenda. Alors évidemment, ça part d'un constat. Il n'y aura pas d'Europe verte dans un monde où l'énergie n'est pas verte. Il n'y aura pas de découplage entre les économies vertes et brunes, si je puis dire. D'abord parce que ce serait stupide de le faire, compte tenu du fait que la crise climatique est une crise mondiale, donc on ne peut pas la découpler, mais de toute façon, à supposer même qu'il y a un découplage entre ces deux types d'économies, celles qui tournent sur les anciennes et celles sur les nouvelles énergies, les coûts économiques et a fortiori les coûts politiques, sociaux et géopolitiques seraient tels qu'ils deviendraient prohibitifs et empêcheraient ce programme vert de se réaliser. Si on essaye de découpler, ce qui signifie inévitablement qu'une économie verte découplée du reste de l'économie fonctionnant sur les énergies traditionnelles serait une économie dans laquelle tout coûterait beaucoup plus cher, bien évidemment. Et cela aboutirait donc à des perturbations socio-économiques et évidemment à des tensions politiques qui mettraient un frein immédiat en réalité à ce programme vert. Donc, pour que tout cela puisse fonctionner, il faut qu'il y ait à la fois, si vous voulez, une Europe verte et une Europe tournée sur le monde ou fonctionnant à l'échelle mondiale. Alors, ce qui s'est passé au cours des dernières années, la dernière année a montré que, et on le voit très clairement, il y a un certain nombre d'affaires qui doivent être traitées dans notre, disons, voisinage européen immédiat, et d'autres qui doivent être traitées
à l'échelle mondiale. Alors, commençons par, disons, notre propre périphérie, notre voisinage immédiat, s'agissant donc de ce voisinage. La façon dont j'envisage la question, c'est de me dire, l'Europe essaye de se décarboner pour assurer sa transition énergétique. Quelles sont, dans ce cas, les implications pour les pays du voisinage? Mais là, je pense notamment aux pays auprès desquels nous achetons des combustibles fossiles. Eh bien, ces pays-là, certains d'entre eux ne m'inquiètent pas particulièrement. Je pense aux Émirats arabes unis ou au Qatar. Ces pays sont suffisamment riches pour trouver leur propre solution à leurs problèmes. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, parce que, ou quid de l'Algérie ou du Nigeria, de ces pays-là. Là, vous avez des pays, alors prenons l'exemple de l'Algérie, donc. Actuellement, on est en train de tambouriner à la porte algérienne pour la supplier de nous fournir davantage de combustibles fossiles, ce qui fait de l'Algérie un élément clé de notre réponse, disons, sur le plan de la sécurité énergétique à la crise russe. Mais si d'ici une dizaine d'années, on décide d'éliminer cette source d'énergie, on a là affaire à des pays qui sont déjà très fragiles sur le plan socio-économique et donc politique, et donc en termes de sécurité. Et cela entraîne évidemment des répercussions directes sur la Russie. Si vous suivez la logique, dans des pays justement tels que l'Algérie, ce qui risque de se passer, c'est ceci. Parce qu'il y a une chose que nous pouvons faire par rapport à la situation, c'est de progressivement verdir notre relation avec l'Algérie ou des pays comme l'Algérie. Or, c'est justement ce qui est en train de se produire, en effet. Et là, je parle de mon propre pays, l'Italie, parce que je donne l'exemple italien, mais je pourrais citer d'autres pays également. Dans la mesure où nous avons supplié l'Algérie d'accroître sa production de gaz et surtout de nous vendre ce gaz, parce que ce gaz était certes déjà produit, mais il était vendu sur les marchés locaux. Là, on lui demande de nous la fournir à nous. Alors, qu'est-ce que lui propose en échange? Eh bien, ce sont des investissements. Or, les investissements que nous allons réaliser en Algérie ne concernent pas exclusivement les investissements traditionnels en oil and gas, en pétrole et en gaz, mais également méthodes de capture de carbone, d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, et notamment d'énergie solaire. Et alors, évidemment, ça prendra un certain temps aussi, mais également, je pense, aux combustibles à base d'hydrogène. Alors, et c'est précisément de cela, hein, la sécurité énergétique et la transition énergétique sont les deux faces de la même médaille en quelque sorte, et ce, pas simplement au niveau intérieur de l'Europe, mais également dans notre relation avec nos voisins. Et puis vous avez des pays qui sont différents. Vous avez des pays qui présentent des opportunités crédibles. Par exemple, le Maroc ou encore l'Ukraine, justement. Imaginez qu'un jour l'Ukraine, à la fin de la guerre, quelle sera sa situation? Là, vous avez des pays qui n'ont pas peut-être beaucoup de combustibles fossiles, mais qui, par contre, présentent un potentiel considérable pour le développement des énergies renouvelables. Je donne l'exemple de l'Ukraine. Bon, vous avez l'énergie solaire, ou le Maroc, l'énergie solaire dans l'un et l'autre cas. Alors pourquoi, vous allez me demander, ces deux pays? Vous avez du soleil ailleurs et du vent d'ailleurs, surtout à l'est. Bon, disons, le solaire au Maroc ou l'éolien en Ukraine où il y a du vent, mais vous avez là des industries qui justement peuvent utiliser ces énergies renouvelables pour favoriser le développement d'une industrie de l'hydrogène dit vert. Alors, nos propres projets grandioses que nous avions faits, vous pensez le projet Desertec, vous vous rappellerez qu'à l'époque, on s'était dit que nous allions produire de l'énergie ailleurs et ensuite l'envoyer, cette énergie, en Europe. Alors, donc une histoire d'exportation. Alors, certes, ça pourrait se faire dans une certaine mesure, mais seulement à condition que cette même énergie serve également à développer l'industrie locale où cette énergie est produite. Alors justement, dans le cas du Maroc, vous avez une industrie des engrais qui utilise de l'ammoniac et qui déjà utilise de l'hydrogène. Alors, c'est de l'hydrogène
à l'ancienne, mais justement, un pays comme le Maroc aurait tout intérêt à développer une industrie de l'hydrogène vert. De même, vous avez la même situation pour ce qui est de la production d'engrais. Là encore, l'hydrogène intervient et disons, l'énergie éolienne en Ukraine pourrait favoriser cette industrie de l'hydrogène vert. Et puis alors, tout dernier point par rapport à toute cette histoire. Et là, si vous voulez, on regarde la situation à l'échelle mondiale. Ce qui est intéressant, si je puis dire, par rapport à toute cette histoire d'énergie, c'est que, alors que dans l'ancien monde énergétique, le pouvoir sur la scène internationale ou la puissance politique n'était pas exactement interchangeable. Vous aviez certes l'Arabie Saoudite qui avait son propre pouvoir, mais enfin, sur l'échelle politique et sur la scène politique, n'était pas nécessairement très important. Au gros, vous n'aviez pas adéquation entre les grandes puissances économiques ou les grandes puissances énergétiques et les grandes puissances politiques, à l'exception, bien sûr, quand même, énorme des États-Unis et de la Russie. Mais là, vous arriverez aujourd'hui une bien meilleure adéquation entre les deux dans une économie décarbonée. Pourquoi ? Parce que dans une économie décarbonée, vous vous rapprochez dans la chaîne de valeur à une situation où la technologie joue un rôle plus important et la puissance économique, les systèmes de gouvernance jouent un rôle bien plus important que la simple possession des matières premières. C'est-à-dire que si vous aviez beaucoup de réserves de combustibles fossiles, ça vous donnait certes du poids. D'ailleurs, c'est encore le cas dans l'énergie décarbonée. On pense à la Suède notamment, mais dans le monde de demain, dans un monde verdi, décarboné, cette richesse en combustibles fossiles ne jouera pas le même rôle, n'aura pas la même incidence sur le plan de la puissance, disons, politique ou même économique. Or, les grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine, et on pourrait même espérer l'Europe également, deviendront dans le monde de l'énergie des grands acteurs de demain. Avec cette nouvelle donne, et là, pour l'Union européenne, il devient nécessaire d'avoir sa propre stratégie à l'échelle mondiale si elle veut réaliser sa vision, disons, d'une énergie ou d'une économie verte. Alors, c'est important dans le cadre de la relation avec les États-Unis, parce que là encore, il nous faudra trouver une nouvelle voie, un nouveau type de relation qui supposera des ajustements du côté américain, certes, mais certainement des efforts beaucoup plus importants du côté européen. Bon, je ne vais pas y revenir, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais pour ce qui est du financement qu'il faudra mettre sur la table pour y arriver, l'investissement sera énorme, sinon on va droit vers la désindustrialisation de l'Europe. Et puis alors justement, et là c'est le dernier point, nous tournons vers la Chine. D'un côté, la question se pose des matières critiques, des minéraux précieux, et d'une certaine technologie. Il faut bien voir que la Chine a plusieurs longueurs d'avance sur le plan technologique. Comment on réagit par rapport à tout cela ? Nous avons en fait une situation où il y a un dilemme. D'un côté, il faudra trouver un nouvel équilibre, puisque si on se dit qu'on va pouvoir simplement, disons, tout produire en Europe pour pas avoir besoin de la Chine, ça voudrait dire imposer aux citoyens européens des coûts économiques qu'ils ne seront simplement pas prêts à assumer. Par exemple, si on dit voilà, on va plus importer de panneaux solaires de Chine. D'abord, on n'atteindra pas nos objectifs en termes d'énergie renouvelable, mais rien qu'imagine le coût que ça représenterait, ce serait prohibitif là encore. On n'y arriverait pas. Le coût économique serait insupportable, inacceptable, et donc ne serait pas viable sur le plan politique. Alors, et là, c'est le même argument qui se pose pour ce qui est, pour l'énergie fossile vis-à-vis de la Russie. D'un côté, il nous faut être prêts à consentir certains efforts, mais là, c'est quelque chose qui suppose un leadership politique. Il faut préparer le public à se dire, écoutez, ça va nous coûter plus cher que prévu. Bon, il y a un prix à payer, la sécurité a un prix, et
Et si nous ne voulons pas être entièrement dépendants de la Chine dans un monde décarboné de la même façon dont nous étions tributaires de la Russie dans le monde classique des combustibles fossiles, il y a un prix à payer. Or, pour autant, si vous voulez, on ne peut pas se retrouver à l'autre extrême de l'éventail en se disant, voilà, on va entrer dans un monde entièrement protectionniste. D'abord parce que ce protectionnisme va à l'encontre de nos valeurs, disons, économiques, mais surtout parce que ce serait prohibitif. Et donc, ce qu'il faut, c'est d'élaborer des partenariats, des alliances. Et on en voit un petit peu les prémices. Je pense notamment aux alliances avec la Chine sur justement l'hydrogène ou les batteries. Mais enfin, c'est des idées qui vont là. Et il n'y a pas de véritable volonté politique encore. Mais si nous voulons trouver un nouvel équilibre entre la prospérité et la sécurité, à mesure où nous avançons vers la transition énergétique, pour la sécurité énergétique, il y aura besoin d'un investissement aussi important sur le plan externe, pour le plan vert, que ce que nous avons fait à l'échelle intra-européenne. Je vous remercie. Merci pour cette présentation très claire, cette analyse fine. Je pense que beaucoup de questions vont vous être posées. Moi, c'est pas une forme de provocation, mais la façon dont vous commencez, en tout cas, la conférence m'a amené cette réflexion. On pensait que la rationalité économique allait influer sur la rationalité politique longtemps. Et la démonstration que vous faites d'entrée de jeu, du côté des Occidentaux, c'est vrai qu'on pariait sur une certaine rationalité économique de Poutine, étant donné son PIB, l'effort de guerre, etc. On n'imaginait pas qu'il y aurait un intérêt à passer de la guerre hybride, indirecte, à l'agression de l'Ukraine. Bon. Du côté russe, on voyait les Européens comme un acteur rationnel qui ne voudrait pas supporter le prix d'une augmentation excessive des produits énergétiques. Et finalement, on pensait aussi que l'interdépendance était un élément de pacification des relations internationales. Or, la démonstration que vous faites, c'est qu'en tout cas, par rapport à des conceptions peut-être un peu traditionnelles, mais l'idée que l'économie rationalise la politique et évite la guerre, finalement non. Le deuxième constat que vous faites, on a presque envie de dire, je pousse pour que vous puissiez... Quelle bonne guerre pour l'Europe. Alors elle l'unit, tous ceux qui en sont sortis comme les Britanniques sont finalement en situation moins favorable. On est drogué au Fonds européen, on avait commencé à l'être de toutes les façons avec le Covid, avec tout ça, donc on continue, donc c'est plutôt euphorisant. Tout ce qui nous séparait comme position politiquement quelquefois très opposée, la nécessité fait loi, le besoin fait que ça nous unit plutôt. Finalement, on trouve la diversification grâce à des politiques, alors vous les décrivez très bien, de baisse de la consommation, etc. Un peu, effectivement, les conditions météorologiques, mais il n'y a pas que ça. Enfin, on fait l'effort de conversion en mobilisant les budgets. Donc, c'est encore une provocation, mais cette guerre, d'une certaine manière, pour les Européens, elle est un élément déclencheur qui les pousse à se rassembler et à agir et à procéder à une conversion de leur politique énergétique. La troisième interrogation, c'est qu'après, quand on suit, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous remettez les choses plus en perspective sur le long terme, vous dites bien que oui, on a été capable de faire cet effort, on a été capable de diversifier, mais au fond, demain, les assurances, les conversions vers d'autres énergies sont pas assurées. Est-ce qu'on se trouve pas face à la concurrence américaine, devant un risque de désindustrialisation de l'Europe? Bref, toutes ces autres questions n'auront pas... Je le fais exprès, je pousse, comme j'ai dit tout à l'heure, au contraire, votre propos était toujours très fin, nuancé, etc. Mais est-ce qu'on part d'une solution, on se dit, finalement, cette guerre, elle fait des démonstrations inverses à celles auxquelles on s'attendait. Pour les Européens, penser que ça va être une catastrophe, finalement, c'est pas, sur le court terme, une catastrophe. Quand on étire, on peut penser que les choses sont un peu différentes. Je voulais vous répondre à ça, qui était une réaction à chaud, et sinon, je passe tout de suite la parole à la salle. Merci beaucoup. Alors, sur cette question, la rationalité, moi, je ne suis
beaucoup interrogé sur ça. Et je me suis dit, mais c'est pas que Poutine n'est pas rationnel. Le fait, je crois, est que quel est ce qu'on dit, le starting point de cette rationalité? Quelle est l'idée? Parce qu'en fait, chaque rationalité a un point de départ. Et alors, le point, je crois qu'on n'a pas pris en considération son point de départ. On pensait que c'était notre point de départ, non? Alors là, nous avons une idée, les idées de la démocratie, de la liberté, et, de bien-être économique, de la prospérité, tout ça, ce sont des idées. Et alors, si on part de cette idée-là, on suit une certaine rationalité qui amène à des comportements. Mais s'il y a une autre idée, alors ça, on met à part l'évaluation morale de ça, non? On a des idées d'impérialisme. Ben alors là, on suit une rationalité, on se dit, bon, là, alors je suis pas seulement la Russie, je suis aussi Poutine, dans le sens que je suis une Russie qui est en déclin structurel. Je suis Poutine qui est aussi en déclin biologique. Donc, si je veux réaliser une idée, il faut le faire maintenant. C'est pas irrationnel, c'est seulement que nous, on a pris pour bon l'idée que tout le monde suive notre rationalité et que alors où il y a notre rationalité ou c'est pas rationnel. Donc c'est pas ça. La question là de l'interdépendance, ça je crois, bon, c'est une question globale, mais aussi c'est presque quasi existentiel pour l'Union européenne, dans le sens que nous, comme Union européenne, on DNA, ADN, et nous sommes interdépendants, non? Nous sommes construits sur l'idée qu'en fait la paix, c'est l'interdépendance, c'est à travers de l'interdépendance. Au niveau global, on a toujours pensé que peut-être interdépendance ne peut pas garantir la paix, mais au moins elle est un facteur elle agit comme mitigation de conflits. Et maintenant, on se rend compte que bon, c'est pas exactement comme ça. Et en fait, l'interdépendance peut être utilisée, peut être militarisée, et ça peut être une dépendance de défense, on l'a vu avec l'administration Trump, non? Et maintenant, on a oublié de ça, mais peut-être en moins de 2 ans, on sera encore là. Donc, il y a une question de militariser une dépendance de sécurité sur les États-Unis. Maintenant, on a vu ce que ça veut dire, la militarisation de l'énergie dans les relations avec la Russie. Peut-être en futur, on verra ce que la militarisation de l'économie avec la Chine, ça veut dire. Mais maintenant, et c'est pour ça qu'avant je parlais de trouver un nouveau équilibre, parce que je crois que c'est aussi important de ne pas, comment est-ce qu'on dit, jeter le bébé avec... oui, c'est ça. Les Français qui comprennent, c'est pas grave. Donc, il faut nous dire, bon, alors nous savons qu'un certain niveau de redondance, est-ce qu'on dit ça? C'est nécessaire, parce que la sécurité a un prix, il faut donner le juste prix à la sécurité, mais ce pendulum ne peut pas arriver jusqu'au extrême, parce que sinon, le coût, ça serait trop. Et aussi parce qu'en fait, un certain niveau d'interdépendance peut encore être une garantie de paix, une mitigation de conflits. Dernière réflexion sur la bonne guerre. Bon, alors là, je crois que
cette guerre, mais aussi la pandémie, avec ces deux crises, et je crois vraiment qu'il y a... Je mets la crise de l'eurozone, la crise migration dans un côté et la pandémie et la guerre dans l'autre côté. Quelle est la réelle, pour nous comme Européens, la différence entre ces deux paires de crises? Que dans le premier deux, nous avons un peu oublié ce que Jean Monnet l'art de construire l'Europe à travers la crise. Non? Quand Jean Monnet disait que l'Europe sera la somme des solutions à la crise qu'elle devra affronter. Bon, on avait, avec cette crise la crise de l'eurozone, la crise de migration, on avait un peu oublié cet art. Avec la pandémie et avec la guerre, on a un peu retrouvé, c'est pour ça que j'ai commencé en disant qu'on avait un peu retrouvé notre mojo. Donc, oui, en certaines mesures, mais pas parce que c'était la guerre en telle quelle, parce que aussi la guerre peut être la fin de l'Europe. Mais on a su réagir et on a en fait jusqu'à maintenant, parce que c'est pas encore fini, hein, c'est évident. Jusqu'à maintenant, je fais souvent je me dis, il y a la définition de Poutine et la définition de Jean Monnet de la résilience. Jean Monnet, j'en parlais avant, l'idée que la résilience, c'est transformation, se transformer avec les solutions à les crises qu'on doit affronter. Et Poutine pense que nous ne sommes pas résilients. C'est l'idée qu'en fait, c'est l'État autoritaire qui est résilient. Non? Les libérales démocraties, l'Union européenne, c'est faible. Non? On n'a pas un autre niveau de... comment est-ce qu'on dit, tolérance à la souffrance. Non? On n'est pas endurant. Oui, on n'est pas endurant. Bon, jusqu'à maintenant, je crois que c'est Monnet qui gagne à Poutine, mais c'est pas encore fini. Hein? Alors, je passe la parole d'abord aux étudiants, toujours, et puis après, qui veut s'exprimer. Une première série de questions. Qui se jette à l'eau? Victoria. Ah, et Antonin. Oula, oui, je commence. Merci, Madame Tocci. Je suis là. Ah, oui. Là. Ici. Pour répondre à la fois aux défis climatiques et aux défis énergétiques imposés par la guerre en Ukraine, l'Union européenne a adopté le plan REPower. Et celui-ci donc a pour but de sortir de la dépendance aux combustibles fossiles russes tout en opérant une transition énergétique vers des énergies renouvelables ou bas carbone. Croyez-vous que ce plan est assez ambitieux et que l'Europe se donne vraiment les moyens de le mettre en place? Bon, alors, vous pouvez... Deux questions. Antonin, et puis peut-être une troisième, puis après vous répondez. Oui, vous, monsieur, devant. Alors, Antonin. Ça marche? Ouais. Bonsoir, madame. Merci pour votre conférence. Les Européens ont des difficultés à qualifier certaines énergies d'énergie verte. Je pense totalement ici au nucléaire entre la France et l'Allemagne. Est-ce que vous ne pensez pas que cette différenciation de perception sur les qualifications d'énergie pourrait entraîner des divergences au sein de l'Europe et au sein de l'idée d'une énergie verte? Merci. Il y a un monsieur juste là, et puis on arrête là, puis je reprends après d'autres questions. Ici, juste là, au deuxième rang. Donc préparez-les. Oui, donc bonsoir, merci pour cette conférence. Donc monsieur Gauthier, vous, madame aussi, je vous remercie pour cet exposé. Donc moi, ma question, ça sera sur, dans le contexte qu'on est actuel au niveau de l'énergie, malgré l'invasion de la Russie, les Chinois ont tout de même se mis d'accord pour payer le gaz en roubles et en yuan. Et donc, il y a ce rapprochement Chine-Russie qui, malgré les hostilités de tout l'Occident face à la Russie, les débordements de la guerre, il y a tout de même ce partenariat Chine-Russie qui continue et qu'on peut estimer pour l'avenir, on va dire.
malgré la perte économique, la perte de vitesse économique de la Chine. Est-ce que dans la perspective de relance européenne, de réindustrialisation, si on a pu ces deux marges d'appui de l'énergie russe, le marché chinois, et si on peut imaginer aussi une concurrence américaine qui va encore plus être importante dans les années à suivre, après la guerre, est-ce que l'Europe pourra vraiment avoir une place dans son industrialisation ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de possible ? Et cette transition pour une Green Europe, est-ce qu'elle est réalisable dans ce contexte-là? Je vous remercie. Merci beaucoup. Super intéressant toutes ces questions. Alors, sur REPowerEU, est-ce que le plan est assez ambitieux? Alors là, est-ce qu'il y a un écho? Je sais pas. Hein? Ouais. Alors, quand REPowerEU a été publié, tout le monde disait, bon, c'est trop ambitieux, c'est impossible. Hein? Oui, ça marche en papier, mais en réalité, ça ne marcherait pas. En fait, et c'est ce que je disais avant, moi aussi, j'étais assez étonnée, parce qu'en fait, moi, j'étais sûre, bon, maintenant, il faut... Oui, on dit sécurité énergétique et transition, mais en réalité, l'histoire sera différente. Donc maintenant, les choses en fait démontrent que peut-être REPowerEU n'est pas assez ambitieux. Alors en général, et ça c'est pas seulement sur REPowerEU, moi j'ai exactement le même approche si on pense au niveau global le résultat de COP. Je crois que maintenant, dans la transition, c'est plus important. On a passé, disons, de la phase de se concentrer presque exclusivement sur les objectifs au fait qu'on doit se concentrer sur l'implémentation. Donc, peut-être le plan n'est pas assez ambitieux. Bon, alors, c'est plus important pour moi mettre le fonds nécessaire, passer les législations, les réglementations nécessaires, et après, quand on voit qu'on a effectivement déjà obtenu les résultats, ça c'est le moment. Parce que sinon, on a le fait qu'on se concentre politiquement seulement sur les objectifs, et ça c'était en fait l'histoire de dernière décennie, hein, on s'oublie de l'implémentation. Donc, implémentation, c'est pour moi plus important que les objectifs maintenant. Sur la définition, alors ça, et ça, dans ce sens aussi, je crois qu'en fait, la crise énergétique a eu un rôle important. C'est un peu la guerre aussi. Dans le sens que, je crois, de 2014 jusqu'à 2021, la conversation climatique, énergétique, c'était super idéologique. C'était un peu l'idée qu'il y a une solution, un silver bullet, comment est-ce qu'on dit ça en français? Silver bullet. Pour une solution à un problème, et ça c'est un problème énorme. Non? Ce qu'on doit faire, c'est vraiment, on parle de transition, mais c'est presque une révolution en fait. Non? Si on pense de la magnitude et du temps hein, dans lequel, parce que quelques décennies, c'est vraiment rien dans l'histoire. Donc, je crois qu'en fait, pour travailler sérieusement sur un défi comme ça, on ne peut pas avoir une approche idéologique. Il n'y a pas une solution. On doit avoir une approche technologiquement neutrale. L'important, c'est la décarbonisation et il y a beaucoup de solutions qui constituent le chemin, en fait, pour arriver à ça. Et je crois aussi que je crois qu'il y a un rôle pour le nucléaire, je crois qu'il y a un rôle pour le gaz décarbonisé. Évidemment, il y a un énorme rôle pour le renouvelable. Il y a aussi un rôle pour le biocarburant. Bon, il y a beaucoup de solutions. L'hydrogène, j'ai déjà parlé de ça. Et peut-être la chose la plus importante,
continuer à invertir sur l'innovation et les nouvelles technologies. Parce qu'en fait, si on pense à breakthrough technologies, comme peut-être la fusion, pas la fission, la fusion nucléaire, si vraiment on arrive à ce but-là, bon, alors le solaire, l'éolien, c'est vraiment de renouvelables préhistoriques. Hein? Donc, il faut continuer à avoir, je crois, une approche ouverte à 360 degrés, parce que, en fait, l'importance de cette crise et la complexité de cette crise, on ne peut pas se permettre à une approche idéologique. Alors, sur Chine, Russie, et en fait, nous, et Chine, Russie. Alors, comme je disais avant, pour ce qui concerne la Russie, je crois que vraiment le dado è tratto, come est-ce qu'on dit, il dado, c'est game over. Game over. Ah, c'est game over. Donc ça, on ne va pas retourner au passé. La Chine. Alors, la Chine, c'est évident que les États-Unis voudraient qu'en fait, on se découple de la Chine. Nous, comme Européens, on n'est pas maintenant, et ça reconnecte à toute cette conversation sur l'interdépendance, on n'est pas naïf comme on était peut-être 6, 7, il y a 6, 7 ou 8 ans. Mais on n'est pas où sont les États-Unis. Et surtout, nous voulons être nous-mêmes qui décidons exactement à quel niveau nous découpler de la Chine. On ne veut pas que ça seront les États-Unis qui nous disent exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Mais là, je suis un peu inquiète, et cette confluence avec l'autre dépendance, la dépendance de sécurité sur les États-Unis. C'est évident que cette guerre a augmenté énormément la dépendance européenne sur les États-Unis au niveau de défense. Et alors là, mais non, ça va, il y a Biden et tout ça. Hein, mais comme je disais avant, qu'est-ce que se passe en 2 ans? Et quand il y aura, dans une manière très diplomatique, il y a déjà maintenant, les États-Unis ils vont demander quelque chose à nous. Et qu'est-ce qu'ils vont demander? Bon, il s'appelle Chine. Donc, ça qui m'inquiète beaucoup est l'idée que cette dépendance sur les États-Unis, qui a déjà augmenté, parce qu'en fait, on n'a pas fait nos devoirs en matière de défense dans le décennie passé, aura un prix, et ce prix, ça s'appelle Chine. Mais sur la dimension Russie-Chine, bon, si, c'est évident que là, il y a une relation de plus en plus proche. Mais au niveau énergétique, c'est aussi important de ne pas exagérer ça. Premièrement, la Chine observe ce que la Russie a fait avec l'Europe. La Chine ne sera pas stupide comme nous de se mettre dans le bras de la Russie totalement comme nous l'avons fait au niveau de gaz. Donc ça, c'est, je crois que le problème à la crédibilité, la réputation de la Russie comme un acteur de marché, et bon, ça c'est au niveau global. Ça ne veut pas dire que la Chine, comme l'Inde, bon, ils vont négocier de bons prix, hein, mais ça c'est une approche pas stratégique, c'est une approche transactional. Et deuxièmement, oui, c'est évident qu'on va continuer avec le gaz et le pétrole pour beaucoup des années. Mais c'est aussi évident que l'histoire de la transition, ce n'est pas exclusivement une histoire européenne, c'est aussi une histoire chinoise. Alors, nous, comme Européennes, s'il n'y avait pas cette guerre-là, exactement comme avant, je parlais de l'investissement dans un pays comme l'Algérie ou l'Ukraine, sans la guerre, je suis sûre, on aurait fait exactement la même chose, la même considération vis-à-vis de la Russie.
invertir, parce que nous, on avait aussi un intérêt sur la transition de la Russie même. Bon, maintenant, ça, c'est évident qu'on ne peut pas le faire. Je ne crois pas que la Chine va invertir sur la transition énergétique de la Russie. Parce qu'en fait, à différence de l'Europe, la Chine n'a pas de problème d'espace. Il n'y a pas de problème où mettre tous, comment est-ce qu'on l'appelle, les paléoliques, ouais, non? Donc ça, ce n'est pas exactement un problème pour la Chine. Donc je crois qu'à long terme, au niveau... Vraiment, on voit la Russie et en fait, c'est très inquiétant. Ce n'est pas seulement ce qui se passe maintenant, dans les prochains mois, et aussi dans les prochains ans, mais aussi dans les prochaines décennies. Ça m'inquiète beaucoup. Alors, je vais reprendre un autre cycle de questions. On voit d'ailleurs que dans les proverbes, entre le bébé et l'eau du bain, que Nathalie maîtrise bien, ces bandes de belettes en français, en fait, c'est économiser ses forces ou éviter les coups partis ou épargner la balle. Mais je sais pas comment ils ont traduit nos interprètes. C'est la recette miracle, le silver bullet. Trahison parce que nous, c'est messieurs les Anglais tirer les premiers, donc c'est ça qui reste en français. Et donc, c'est pas cette histoire. On regardera comment ils ont traduit. Désolé. Alors, vous, monsieur, puis vous, monsieur au centre, et puis... Bonjour, madame. Est-ce que ça marche? C'est bon? Merci déjà pour la conférence. Lorsqu'on vous écoute, en fait, on se dit qu'une Europe verte, une Europe puissance, exactement, c'est tout à fait ce qu'il faut. On est bien d'accord. Mais vous avez évoqué à un moment, durant votre intervention, un problème qui se nomme Berlin. Justement, puisque du point de vue français, c'est un peu naïf, mais on les voit souvent comme... Je caricature un peu, mais les grands méchants qui ne sont jamais d'accord avec nos bonnes idées, en particulier en matière d'Europe et notamment d'Europe verte ou d'Europe défense, comme vous venez de l'évoquer, puisqu'ils sont en tout cas plus rétifs que nous. Mais comme vous l'avez dit, en fait, vous comprenez leurs arguments, ils sont même légitimes. Et donc, est-ce que vous pourriez peut-être déjà rappeler un peu ces arguments-là, redire en quoi ils sont légitimes par rapport aux objectifs que vous prenez, et aussi comment est-ce qu'en conséquence, quelles armes on peut avoir pour négocier avec eux et pour outrepasser ces arguments-là et aller vers cette Europe verte et puissance que vous évoquez? Il faut se méfier des grands méchants, parce qu'on avait les Anglais, ils sont partis. Si les grands méchants sont les Allemands, on attend qu'ils soient partis. À la fin, il ne restera plus personne pour discuter avec les Français. À vous, monsieur. Oui, je vais continuer sur les relations entre la France et l'Allemagne. Est-ce que vous pourriez expliciter les raisons et un calcul succinct, sans rentrer dans le détail, du coût commun européen de l'électricité et expliquer le désaccord sur ce sujet entre la France et l'Allemagne? Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole parce que je sais que vous avez un taxi, je ne voudrais pas que vous le ratiez. Alors là, Berlin. Alors, dans un sens, alors, je parle de l'énergie, de la défense et où je vois l'Allemagne maintenant et après les implications aussi avec France, Allemagne et en particulier dans ce cas-là de l'électricité. Alors, je crois que c'est important de nous rendre compte qu'en Allemagne, il y a vraiment un trauma. Parce que ce n'est pas seulement ce qui s'est passé dans les derniers mois ou même dans les derniers ans. C'est vraiment toute une impostation, une approche qui a informé la politique extérieure allemande pour beaucoup de décennies. Même pendant la guerre froide. L'idée, là, on retourne à ce concept de l'interdépendance, l'idée que même quand il y avait la guerre froide, l'interdépendance, à partir des années 80... oui, c'est ça. L'Ostpolitik allemande. C'est ça, à partir des années... Fin des années 70, début des années 80. C'est ça. C'était quelque chose que on pouvait compartimentaliser la politique, la sécurité d'une partie et l'économie et l'énergie de l'autre. Bon, ça, c'est fini. Alors là, il y a une Allemagne qui se rend compte de ça, mais les implications sont énormes. Le coût économique est énorme. Et au niveau de défense, on voit que
Non, on a maintenant je ne sais pas si ici en France, vous l'avez senti, le terme Scholzing. Non? Scholzing comme un nouveau verbe. Et c'est en fait l'idée qu'à la fin, l'Allemagne fait la chose juste, mais après avoir non, tout ce temps et tout ce intérieur, et en fait, quand il fait la chose, la juste chose, comme maintenant avec le léopard, presque tout le monde, c'était tellement de critiques pour toutes les semaines que non, donc c'est un peu ça, mais je crois que c'est important de nous dire, mais le voyage, il va dans la direction juste ou non? Et dans ce sens, je crois que oui, en fait, la direction, c'est la juste. Et c'est pas ça, si on le voit dans la perspective de la défense. Mais c'est la même chose au niveau énergétique. C'est la même chose, j'ai parlé avant beaucoup de financement européen. Bon, c'est vrai que l'Allemagne n'est pas où nous, ici en France ou en Italie, on voudrait voir sur l'idée de financement européen, sur le pacte de stabilité, mais c'est une Allemagne beaucoup différente de ce qu'on avait pendant la crise de l'eurozone. Donc maintenant aussi, il y a le voyage, c'est dans la direction positive. Alors sur la question France-Allemagne, marché de l'électricité, pour ce que je comprends, c'est pas France-Allemagne le problème, c'est plutôt Espagne-France, Allemagne le problème. Et c'est un problème des interconnexions. Alors là, on a une Espagne qui a beaucoup de gaz. Il y a beaucoup de gaz parce qu'elle a inverti beaucoup. En ce moment-là, ça semblait presque trop sur le regasificateur. Alors maintenant, c'est pas trop, c'est exactement ce qu'on a besoin. Mais ce gaz qui arrive essentiellement des États-Unis arrive en Espagne et se bloque en Espagne. Parce qu'en fait, il n'y a pas les interconnexions avec la France, et il n'y a pas cette interconnexion avec la France, parce qu'en fait, la France a un intérêt qui s'appelle nucléaire, à n'avoir pas cette interconnexion, parce que ça voudrait dire créer une compétition avec le nucléaire. Et ici, en France, le nucléaire, comme on sait, il y a quelques problèmes aussi. Et il y a eu une nationalisation. Donc, ces résistances sont augmentées. Alors, et donc, ce GNL qui arrive en Espagne, l'Espagne n'a pas besoin de tous ces GNL. L'Allemagne aussi, elle a besoin. Mais ça n'arrive pas. Alors ça, c'est un peu le contexte. Il y a eu aussi, pour terminer sur une note positive, il y a eu aussi de pas en avant. L'idée que cette interconnexion, il doit l'avoir, mais il faut la construire pensant aussi aux énergies de demain, donc pensant à l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique super intéressant parce que dans la guerre entre les électrons et les molécules, l'hydrogène, on peut le faire avec le nucléaire, on peut le faire avec le renouvelable, on peut le faire avec le gaz décarbonisé, si on parle de l'hydrogène bleu. Donc c'est un potentiel, c'est pas encore une réalité, mais c'est un potentiel en fait de mettre ces intérêts différents et divergents en convergence. Un grand merci. Je vois qu'on me fait des signes parce que vous allez être en retard et on ne voudrait pas vous retarder. Un grand merci. C'était vraiment formidable comme conférence. Merci. On se retrouve lundi prochain dans cet amphithéâtre avec Alain Frachon. Merci beaucoup. À bientôt.